qu'il faut aussi avoir en ligne de mire. Il faut arrêter de se voir comme des concurrents entre auteurs, entre ufologues, entre webmasters. Si nous voulons avancer, je suis comme toi, Yann, c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à ta sollicitation. On avance ensemble, pas les uns contre les autres. Ça va pas longtemps. Je pense que là-dessus, beaucoup me rejoindront. Et ça ne veut pas dire qu'on peut avoir notre chapelle. Hein. Après, on a le droit de penser. On est bien d'accord. On a le droit de s'engouffrer dans une orientation plus qu'une autre. Quelque part, c'est ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite assassiner les autres. On a le droit de ne pas être d'accord. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Hein, voilà. Ce qui compte, ce sont les résultats. J'ai commencé en 2008 en étant webmaster et au moment aussi où j'ai intégré une association à Louhans, donc dans le département de la Saône-et-Loire, en Bourgogne, en France. C'est une association qui relevait les faits inexpliqués dans la région. J'ai ouvert mon blog en 2008, le 24 décembre, la veille de Noël, grâce à un jeune homme que je formais à la boîte où je travaille et qui m'a questionné sur les ovnis en y allant en marchant sur des œufs, pensant que j'allais rire. Et je lui ai dit non, je fais les ovnis, ouais, ça doit exister. Puis il dit, les extraterrestres, tu y crois? Bah, je fais ces deux questions différentes. Je fais les ovnis objets volants non identifiés. Après, extraterrestres, ouais, je vois pas pourquoi nous serions seuls dans l'univers, comme on dit. Enfin, en tant qu'être vivant d'abord, en tant que civilisation après. Après, les ovnis, voilà, donc j'avais pas étudié la question. Il me pose une question, c'est peut-être des prototypes, peut-être des engins militaires dans un premier temps, certainement terrestres. Mais peut-être qu'il y a autre chose, et peut-être qu'il y a un peu de tout cela. Alors, il dit, tu ferais pas un site web? Je fais, bah non, n'importe quoi. Et puis, si, moi je fais le mien, Secret OVNI. Et il monte Secret OVNI, et le lendemain, tout excité, il dit, waouh, j'ai fait 100 visiteurs, tu devrais essayer le tien. Je dis, non, Nico. Puis en fin de compte, ben, il m'a persuadé. Il dit, je t'aiderai à le faire et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, voilà, j'ai accumulé pas mal d'informations, un peu de tout, hein, tout et n'importe quoi, mais en ciblant quand même. Bon, il y avait des choses, je me suis fait avoir, hein, des fakes, voilà, des trucs plus farfelus, quoi. Et là, je me suis dit, il y a deux solutions. C'est où j'arrête le site, j'arrête de m'amuser, ou je le fais sérieusement. C'est la deuxième solution que j'ai optée. Donc, sur les forums, je me présentais en tant que UFO et Science. Ça m'a valu en France un mauvais accueil au départ, par la communauté ufologique, c'est ce qui est le plus fort, ni par les renseignements, ni par les sceptiques, ni par les scientifiques. J'ai ainsi mis les choses d'équerre en disant voilà, ok, soyez tolérants. Moi, je débute, je copie personne. Hein. Je vais avancer avec les erreurs qui sont possibles. Et puis, ils ont pensé, ces gens-là, que j'étais un feu de paille. Maintenant, la connerie, ça fait 13 ans que ça dure. Et entre-temps, avec des mutations personnelles, c'est-à-dire, j'ai intégré l'équipe Suricat. Je ne sais pas si Yann, je pense que Yann, tu avais vent hein, des veilleurs du ciel en France, Oui, c'est des qui soirées. avait un réseau, oui, qui avait un réseau, hein, un réseau de surveillance du ciel, très très bien pensé par Justin Sanchez, qui était à l'époque créateur de la centrale ufologique. C'est lui qui a mis ce concept en avant. Et Stéphane Dier, alias François Weissmuller, a pris Suricat et on a fait un véritable réseau avec des véritables objectifs qui ont été assez atteints dans une mesure globale. Euh, et puis Suricat et la centrale ufologique ont fusionné, c'est devenu Rasovni. Bien évidemment, j'ai intégré l'organisation. Et puis après, ils se sont constitués en association. Ils ont présenté les villages Suricat auxquels Jean-Claude Bourret a participé. Ils ont lancé un ballon stratosphérique, puisque dans l'équipe, il y avait un physicien, spécialiste comme Jean-Pierre Petit des plasmas. Sauf qu'au lieu de faire les expériences en labo, c'était tenté lors d'un lâcher de ballon. Et le lâcher de ballon, au lieu que ce soit un lâcher de ballon ordinaire, sans aucun intérêt, il y avait dedans une expérience embarquée.
La première fois, l'expérience a échoué puisque le matériel à l'intérieur a été endommagé. Il y a eu Suricate 2 qui s'appelle Stratos. Ça, c'est vérifiable. Hein, je crois que vous l'avez encore sur YouTube. Et là, c'était réussi. Mais par contre, les résultats, je ne les ai pas, pour ma part, puisque malheureusement, l'association s'est dissoute suite à des désaccords, je pense. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai ouvert le site avec Hera du blog Area 51 qui vous salue, tiens, au passage. Donc Emmanuel. Et on a fondé Investigation Sonographique et Iwani ensemble. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que le milieu marin était étrangement concerné. Alors disons que moi, je voulais cibler mes recherches à un moment donné. Tu sais, tu reçois plein la figure, plein d'informations, tu fais le tri. Et puis après, tu te dis, mais allez, si ces choses venaient de l'extérieur, qu'est-ce qui pourrait les intéresser sur notre planète? Les dunes de sable, les minerais, tout ce qui peut charger électriquement des engins, donc les tensions, les centrales, euh, les transformateurs électriques avec les fils de haute tension, les chemins de fer, le minerai, les gisements de minerais, les mines. Et puis, je réfléchis, bon, peut-être qu'on pourrait s'orienter sur un portrait robot, à quoi pourrait ressembler un extraterrestre. Là, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir des connaissances en planétologie, en chimie, en biochimie, puisque nous sommes sur la chimie du carbone, hein, sur Terre. Donc, on rentre quand même dans l'exobiologie, dans une des parties de l'exobiologie. Ça m'a paru assez hasardeux sans avoir une formation professionnelle. Un portrait robot, ok, une planète froide, on va avoir des animaux volumineux, avec des poils, beaucoup de poils, de la graisse, mais ils vont se déplacer lentement. À l'extrême sud, on aura des choses à carapace, genre scorpion, etc. Mais je sais quand même pas je suis pas assez spécialisé pour cela. Je marche quand même sur des braises. Et d'un coup, voilà, en réfléchissant, la flotte, l'eau. Mais comment ne pas y penser? Le commandant Cousteau a nommé cette planète Terre en disant nous aurions pu la nommer planète océan, planète eau, plus exactement 70%, à peu près 72%, qui entoure le globe. Et le reste, ce sont les continents. Et on a commencé à mettre le nez là-dedans avec Emmanuel, et on s'est rendu compte dans les histoires d'OVNI qu'il y avait des histoires avec l'eau. Alors, quand on a fondé le site, nous avons mis, j'ai réfléchi à un slogan, parce que moi j'aime bien mettre des slogans. UFO et science au-delà des limites scientifiques. La médiathèque ufologique et spatiale, c'est la transmission est un don de soi, au sens propre et au sens figuré. Euh, donc là, il fallait trouver un slogan, ça n'a pas été très très difficile. Nos questions ufologiques nous orientent vers le cosmos, cependant, certaines réponses pourraient venir des abysses. Première petite erreur. Parce que par la suite, donc, j'ai écrit 2 livres, et dans le premier, j'ai renommé, j'ai retravaillé ce slogan en mettant nos questions ufologiques nous orientent vers le cosmos, cependant certaines réponses pourraient venir des fonds marins. Pourquoi? Parce qu'en investiguant, nous avons vu que des lacs dont la profondeur n'est pas abyssale, les abysses c'est à peu près autour de 1000 mètres, hein, on descend 1000, 2000, et jusqu'à la fosse des Mariannes, ça descend à 11 km. Il faut se rendre compte que dans la fosse des Mariannes, on y rentre aisément l'Everest. On est bien d'accord, hein? Vous me suivez jusqu'à donc 8000 mètres. Et là, c'est la plus profonde. Mais voilà, la réalité des investigations vous rattrape. Le lac Saint-Laurent, au Canada, vous avez certaines observations. Et il y en a eu certaines au lac d'Annecy, au lac du Bourget, du côté de la Haute-Savoie, entre la France et la Suisse, le lac Léman également. J'ai eu un témoignage sur le Jura. Euh, alors après, quand on regarde au niveau des mers, ben, toutes les mers et océans du globe sont concernées. La mer des Barents, l'archipel des Bahamas, avec l'Atlantique, Atlantique Nord, puis toute l'Atlantique finalement, et le Pacifique. Et
Entre-temps, vous arrivez en pleine figure la vague belge. Et la vague belge avec un épisode assez étonnant, le lac de Peine, c'est-à-dire avec le barrage de la Gilep, un lac artificiel et auquel un triangle avait été vu en sustentation larguant une sphère avant qu'un deuxième le rattrape. Là, je suis court dans l'histoire, mais c'était ça. Alors après, la Scandinavie et la Russie. Les Scandinaves, notamment la Suède et la Finlande, vous signalent des choses qui perforent la glace. Ils sortent de la glace, se retrouvent dans l'espace aérien quand ce n'est pas le contraire. Bon, je me suis dit, finalement, il n'y a pas que les mers et océans. Il n'y a pas que les eaux chaudes, il n'y a pas que les eaux profondes. Les eaux froides sont concernées et les eaux peu profondes aussi. Donc, c'est pour ça que dans ce premier livre, j'ai renommé un petit peu le slogan que j'avais trouvé. Alors, tout cela pour dire déjà en amont, de dire aux gens, l'erreur est permise, l'erreur est possible. Parce que si nous n'en commettions pas, nous serions l'intelligence artificielle IA à son summum, c'est-à-dire parfait, ou Dieu si vous voulez. Ce n'est pas le cas. Donc, l'erreur, elle doit être acceptée. Mais pas pour persister dans l'erreur, bien évidemment, mais pour corriger le tir et pas se faire avoir une deuxième fois. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, c'est une méthode. Hein. Chacun mettra sa méthode. Alors, le premier livre, tu en as fait la pub, mon cher Yann. Mais le second n'est pas en cours de préparation. Il est écrit depuis 2019, qu'il a été publié. Il est là. Et d'ailleurs, il y a un exemplaire qui est parti hier en Italie. Peu avant que j'intervienne, j'étais au téléphone avec mon éditeur pour m'annoncer la bonne nouvelle. Bon, alors après, c'est humble, hein, c'est un exemplaire qui est parti. Bon, peut-être que ça en appellera d'autres. Mais peu importe, hein, ils font leur vie de bouquin. Ce qu'il y a là-dedans, c'est une synthèse de mes recherches, c'est une synthèse de l'ufologie globale, surtout dans le premier livre. Et le deuxième, on essaye d'avancer plus dans l'investigation marine. Alors, la question qui s'est posée pour moi tout de suite et qui se pose encore, est-ce que tout est lié aux affaires d'OVNI, des anomalies maritimes? C'est-à-dire, ok, des choses qui rentrent dans l'eau ou en sortent, on peut dire que ce sont des objets volants non identifiés, amphibies. Quelque part, si vous avez des visiteurs, en parlant de visiteurs extérieurs, hein, si censé et qu'ils existent, je pense que c'est une possibilité, on réduit la distance entre nous et d'où ils viennent, certainement des milliers ou des millions d'années-lumière, ce qui représente un monde, on change de galaxie quasiment. Ça ne pose pas plus de problèmes pour eux de se matérialiser, se dématérialiser dans l'eau. Peut-être que c'est même l'eau la clé. C'est pour ça que dans ce deuxième chapitre, j'ai dit j'ai commis une erreur dans le premier livre. Tu sais, Yann, je pensais que ce premier livre suffirait, puis je me suis dit mon job est fait. Les sites web, le bouquin, et puis à la limite, je peux dormir tranquille. Mais non, seulement ça n'existe pas, ça. C'est seulement pas possible. Pourquoi? Les lecteurs vous rattrapent. Parce que tu vois, on oublie les lecteurs. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et heureusement. Et certains me disent, ouais, puis les OANI, c'était où là-dedans, dans le premier? En fin de compte, pas beaucoup. Alors que j'ai mis tous les témoignages en lien avec le milieu marin. Et c'était très, très difficile de faire un livre que sur les choses en mer. Je dis, il faut que je rectifie dans le deuxième tir, le tir dans le deuxième livre, pardon. Et en écrivant l'introduction, tac, 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 j'arrête de taper. Alors, tu sais, le premier, c'est fait à la main. J'ai écrit, après j'ai tapé. Le deuxième, directement sur le PC. Et là, je me dis, il y a un problème, tu n'as même pas présenté l'élément. Comment oses-tu parler d'observation aquatique non identifiée sans présenter l'élément, l'eau? Un atome d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, H2O. Il faudrait peut-être déjà commencer par cela. Donc, il y a un chapitre qui s'appelle Océanographie dans mon livre 2, et dedans, il y a ce qui manque, l'eau. Comment on la trouve? Alors, tout cela pour essayer de trouver une relation entre le milieu marin, s'il en est un, et aérien, pour ne pas dire spatial.
Et d'ailleurs, dans dans mon chapitre océanographie, j'ose nommer une discipline qui est en train de naître, alors peut-être qu'ils l'appelleront autrement, hein, les officiels, que j'appelle océanographie interplanétaire. Pourquoi? Les missions spatiales se dirigent ou vers les lunes de Jupiter et de Saturne, Europa ou Encelade en sont des spécimens, où on prétend qu'il y a de la glace en épaisse couche, et les geysers qui jaillissent de Encelade soupçonnent une friction qui réchauffe. Donc, d'après la NASA, il se pourrait qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Et à partir de là, peut-être qu'il y aura les biotechnosignatures d'êtres vivants. Alors après, effectivement, ce sont certainement des êtres dits extrémophiles, c'est-à-dire, dans le jargon scientifique, capables de vivre dans des éléments où l'homme ne pourrait pas faire plus de 2 minutes sans équipement. On est bien d'accord, hein? Si l'on regarde, je veux dire, les pressions de température de la fosse des Mariannes, les conditions de température, euh, l'alchimie qu'il y a à l'intérieur, la photosynthèse n'est seulement pas possible, on est bien d'accord, hein? La photosynthèse, c'est jusqu'à 200 mètres que ça fonctionne pour l'océan. Au-delà de 200 mètres, on ne parle plus de photosynthèse. Et pourtant, il y a une faune marine bien en dessous. Heureusement, le deuxième livre, le premier, j'ai dédicacé aux explorateurs, à ma famille. Le deuxième, toujours aux explorateurs et aussi aux lanceurs d'alerte. Parce que c'est grâce à ce genre de personnes que nous avançons dans notre esprit, dans nos connaissances. Hein, voilà. Voilà. Donc, alors, Cameron, c'est Avatar, c'est Abyss, hein, ce sont des Titanic. Euh, il a fait l'épave du Bismarck. Il est autant réalisateur que explorateur sous-marin. Il y va avec ses propres deniers. Pour moi, il est à mettre, pour nous, les ufologues, dans la même lignée que Robert Bigelow de la firme Aerospace. Ce sont des gens qui, avec leurs deniers, au lieu d'empiler des limousines dans leur garage qui ne vont servir à rien, mais à rien du tout, vont au moins essayer de faire avancer l'humanité. Moi, c'est ce que je pense. Ils y prennent plaisir, puisque c'est quand même leur passion. Et heureusement que nous avons ces gens-là. Moi, j'en attends plus de Bigelow Aerospace que de l'US Navy, quelque part. À tort ou à raison, l'avenir va très vite nous le dire, avec ce fameux rapport que nous attendons tous du Congrès américain suite aux révélations du Patagone. Et ce qui me tend la perche pour dire que quelque part, j'ai bien fait de mettre mon nez dans le milieu marin. Puisque maintenant, il est avéré que l'US Navy est confronté sur le théâtre des opérations, sur certaines manœuvres, en Basse-Californie notamment, dans le golfe du Mexique, Ensenada, Guadalupe, San Diego, et de l'autre côté de la Floride, Porto Rico, etc. Et il y a une chose que j'ai découvert, c'est OTEC. OTEC est une zone militarisée qui est sortie en même temps, quasiment, on va dire à la même époque, que la zone 51 du Nevada. La zone 51 du Nevada a été niée pendant environ 30 ans, si je ne me trompe pas, par le US Air Force. Et maintenant, tout le monde la connaît. C'est devenu Militairland. Un parc d'attractions pour moi. Simplement, il y a peut-être encore des activités, mais je pense que, comme le plateau d'Albion en France, c'est bien réduit. Monsieur Mathis, Cause. Comment? excusez-moi, je vous dis qu'il vous reste Je vais trop 5 vite? Non, il reste 90 secondes avant que ça coupe, mais on va vous recevoir à 15 heures pour nous au Québec pour la deuxième partie de votre conférence. Alors, il vous reste 1 minute, désolé. Mais on se reprend Oui, en tout fait, à c'est tout l'heure. ça. D'accord. Donc, je vais juste finir ma présentation. J'ai pris quelques exemples. J'ai un peu dévié de mon sommaire. Alors, voilà. Donc, j'ai fait 2 livres. Il y a un troisième qui sera certainement en route, si la Providence le veut bien, que je vais faire avec l'ufologue Thierry Larquet concernant le porte-avions Foch, qui est classé encore à ce jour secret défense par la Marine nationale. Donc, je suis en perpétuelle, comment on dit, évolution. Et j'ai intégré depuis l'été dernier la cellule, enfin l'organisation MUFON France, je suis enquêteur.
Je salue notre directrice Jeannie Charot qui fait un travail extraordinaire, ainsi que le staff. Nous sommes à la louche une quinzaine et je peux vous dire qu'on travaille. Mais les témoins n'en attendent pas moins. Voilà. Très bien. Écoutez, on vous attend pour la deuxième partie de votre conférence dans 23 minutes. Rebranchez-vous tout le monde avec les liens sur la page du GARPAN. C'est sur garpan.ca. Ça va être le troisième lien. Et puis, jusqu'à maintenant, une conférence fascinante, Monsieur Sylvain. Je suis vraiment ravi de votre discours. On a hâte d'entendre la suite. Alors que tous les participants ferment leur micro en bas à gauche. Et puis, Monsieur Mathis, on vous écoute pour la suite. Alors, la carte Muffin, d'accord, et Muffin France. Donc, étant enquêteur privé pour Muffin France, je m'attarde un petit peu là-dessus avant de reprendre. On va faire une sorte de rafraîchissement. Lorsque j'ai pris cette option, c'était mûri et réfléchi. C'est mon ami Hugues Noël, qui était alors directeur de Muffin Caraïbes, puisqu'il était dans le secteur. Il m'a dit, ce serait bien. Jeannie Charot reprend le flambeau de Muffin France, la direction. C'est quelqu'un de très très sérieux. Je pense que tu vas apprécier. Elle est en train de mettre une équipe et je pense que ça va cartonner dans le sens du travail. On est bien d'accord? Pas dans le sens de se pavaner. Ce qui n'a pas été toujours le cas, je tiens à le signaler. Mais bon, peu importe, on ne va pas tirer sur l'ambulance ou sur les gens, ce n'est pas le but. Simplement, effectivement, elle a mis une structure et ça fonctionne. Mais c'est vrai que nous sommes tous au taquet. Hein. Et c'est bien, et c'est bien. Parce que lorsqu'on s'engage dans quelque chose, il faut le faire pleinement ou on ne le fait pas. C'est mon point de vue. Hein. Ça, c'est comme dans le milieu professionnel. Hein. On est pleinement au travail. Et voilà, c'est ça. Sinon, si on n'est pas capable de le faire ou pas en mesure de le faire ou qu'on n'a pas envie, ou une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Lorsque l'on s'engage dans quelque chose, il faut le faire à fond. Alors après, avec des temps forts, des temps faibles tout de même, hein, pour ne pas devenir non plus trop se mettre de la pression non plus. Hein. Donc voilà. Et c'est le travail qui fonctionne. Et l'ufologie, comme tu le disais, n'a pas de reconnaissance professionnelle. Elle n'est sanctionnée par aucun diplôme. Et j'irai même plus loin. Je dirais que la plupart d'entre nous, et je me mets dans le lot, si d'aventure ça devenait professionnel, je n'en aurais pas l'étoffe. Pourquoi? Cela implique que l'on ait des connaissances en astronomie, puis en astrophysique, puis en physique des plasmas, rien que pour cette partie de cette branche scientifique, puis en biologie, biologie cellulaire, unicellulaire, et j'en passe, puis en chimie, puis en géologie, puis en géochimie, puis en ingénierie, concernant les modes de propulsion, les alliages sur les appareils, les systèmes de navigation embarqués, à la pointe de la technologie. Il faudrait qu'on puisse avoir une base de données dans notre tête de tout cela, rien qu'en initiation, pour pouvoir répondre aux sollicitations et aux critiques. C'est mon avis. Il faudrait être spécialiste en imagerie, en vidéo, pour débusquer les fake news, les fakes, pour éventuellement interpréter un objet sur une vidéo, un objet sur une série de photos, avec quel appareil, etc. etc. Comprenez bien, on ne rigole pas avec ces affaires-là. Il faut bien comprendre. Moi, je dis aux gens, lorsque la conversation le permet, il faut déjà être un apprenti, un étudiant. Et après, il faut tendre à devenir quelqu'un qui pratique. Je fais toujours l'analogie avec les arts martiaux que je pratique. Hein. C'est en pratiquant qu'on est un pratiquant. Si on est derrière des cassettes vidéo à regarder Van Damme ou ce que vous voulez,
ça ne va pas fonctionner sur le terrain, ça je vous le garantis. On est bien d'accord, hein? Les katas qui vous donnent les bonnes assises pour les techniques d'arts martiaux, combinés à des séances sportives ou à des stages, vont permettre de vous mettre dans une situation en cas d'agression. Et je peux vous dire qu'en temps réel, si vous n'êtes pas un minimum préparé, déjà en étant préparé, c'est pas sûr que vous soyez vainqueur de votre potentiel agresseur, mais en n'y étant pas, c'est sûr que vous ne le serez pas. C'est 33% de chance pour vous de réussir. C'est une réalité. Et je projette ça dans l'ufologie. Quel art martial avez-vous pratiqué? Alors, j'ai pratiqué karaté style Shotokan. Je suis allé jusqu'à ceinture verte. Bon, voilà. Après, j'ai pratiqué Kwan Kido. C'est une spécialité sino-vietnamienne dont le fondateur, il est vietnamien et il a fait une synthèse des arts martiaux chinois, vietnamiens et occidentaux. Il a nommé sa pratique Kwan Kidao ou Kwan Kido. Et après, je suis allé à Aikido. Et à l'heure actuelle, bon, Covid, quand tu nous tiens, je pratique Shodo, calligraphie japonaise, c'est-à-dire c'est l'équivalent des cours de lettres en littérature. Donc, je prends les kanji, puisque le Japon est devenu ma passion suite aux arts martiaux. Donc, je pratique Aikido, Shodo, Jodo, c'est bâton contre bâton, bâton contre d'autres outils, on va dire, issus du Budo. Et puis, Iaido, dégainer le sabre en coupant. Ça nous donne une bonne idée de la métaphore que vous avez utilisée. C'est en pratiquant qu'on devient un adepte. Et puis, c'est un petit peu la même chose pour l'ufologie. Et puis, Oui, oui, oui. L'ufologie. On ne peut pas se prétendre expert. Hein. C'est seulement pas possible. Euh, ça inculque toute une vie, hein, vous comprenez bien. Et je pense que l'ufologie, ben, si on est dans cet état d'esprit, il faut garder l'esprit du débutant, hein, on dit les arts martiaux. Vous savez, de temps en temps, les troisièmes dan, ils mettent une ceinture blanche. Et si vous allez au Japon, il y a certaines écoles, en tant que gaijin, en tant qu'étranger, je vous conseille d'y aller avec une ceinture blanche et pas dire que vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième dan, parce qu'ils vont vouloir vous défier. Et sauf que dans certaines écoles, ça ne rigole pas encore à l'heure actuelle, même si depuis c'est devenu beaucoup plus, on va dire, soft. Bon, voilà. Alors bon, terminé pour les arts martiaux. C'est juste, bon, en guise de métaphore. L'ufologie, bon, moi ça me tient à cœur. Tu sais, il y a des fois, tu es découragé, tu as envie de tout claquer. Qu'est-ce que je m'ennuie à faire cela. Les gens, ça se trouve, te prennent pour un faire-valoir ou ça les intéresse comme Roland Garros au mois de juin, puis ils rangent la raquette du tennis au mois de septembre. Hein, vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça hein, dans l'ufologie. Hein. Je les compare à ces gens-là. Quoi, hein. Y a la Coupe du Monde de football, on est tous footballeurs. Hein. En ce moment, il y a les championnats d'Europe. Hein, et on est tous footballeurs. Et puis, quand le mois d'août il arrive, on est tous à la plage ou à la montagne. Hein. Bon. Non, 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 il faut être sérieux. Moi, voilà, ça c'est mon opinion, c'est mon avis. On ne peut pas faire ça, ou alors il faut rester dans le cadre des spectateurs ou des témoins. Ça, ok, c'est différent. Mais quelqu'un qui veut être enquêteur, quelqu'un qui veut vraiment obtenir des réponses, ça va passer par un mot, le travail. Il n'y a que ça de vrai. Ok, là ce soir je me présente, je fournis une prestation, elle vaut ce qu'elle est, les gens apprécieront, n'apprécieront pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est de se remettre dans les bouquins, c'est de se remettre dans les documents. Et j'en ai une pile, et dans cette pile, il me reste des choses à retourner la pile pour aller voir un truc que j'avais mis de côté, parce que c'était pas le moment, ou c'était compliqué, ou c'est cela. Il faut tout le temps se remettre en question. Et je pense que ça, ce sont les fondamentaux. Alors, Léoanie, c'est la même problématique que les ovnis. Quand nous y regardons bien, quand on remonte dans le temps, ça remonte à Christophe Colomb. Alors, bien évidemment, on ne saura jamais, puisque les moyens de l'époque n'étaient pas les mêmes. Il avait des problèmes avec les gyrocompas lorsqu'il a vu cette espèce de roue. On peut se dire qu'il était peut-être dans les zones où effectivement il y avait des dérèglements de boussole
et que lui, forcément, à leur époque, il n'avait pas la science voilà, pour admettre cela. Mais pour autant, est-ce qu'il n'a pas quand même vu quelque chose d'extraordinaire? Si on regarde dans l'ufologie, ok, au niveau moderne, il n'y avait pas d'études avant les années 1950, avant la fin des années 40, on va dire. Il n'y avait pas d'études en tant que telles. C'était rangé au rayon des histoires ou des croyances. Nous sommes bien d'accord, hein? En effet, ça reste de l'ordre du récit, ça reste du folklore, de la mythologie, et puis tandis que nous, on reprend ces histoires, puis on postule que finalement, il y avait peut-être une réalité inconnue, et puis, entre autres, il y a des mystères par rapport à ces objets aquatiques, dites-vous. Oui, oui, oui. Alors, il y a eu le cas de Roswell en 1947, hein, qui a défrayé la chronique, juste un mois à la louche après celle de Kenneth Arnold, hein, au Mont-Rainier, au mois de juin, puis après, début juillet, Mark Brazel qui découvre des débris. On assiste à une partie de poker menteur, et Yann, il y a déjà un premier indice. L'US Air Force monte au créneau, mais plus tard, Roscoe Innenkutter, amiral, l'US Navy, a très très vite été impliqué. Mais qui c'est qui est monté au charbon? C'est l'US Air Force. Pour les affaires d'OVNI, hein, j'entends bien. Voilà. Alors après, il y a une autre chose que je voulais dire aussi. Nous mettons l'accent sur la NASA. La NASA, c'est quoi? National Aeronautic Space Administration, ok? Sous l'impulsion de Wernher von Braun. Von Braun, qui était-ce? C'était le père des moteurs Vulcain, c'est-à-dire les moteurs coniques des fusées Saturne pour les missions Apollo, récupérés des Américains ils ont récupéré environ 1200 techniciens scientifiques, les Américains, pour leur programme spatial et aéronautique, et notamment militaire. Von Braun voulait faire du civil, voilà, et bien sûr, ça n'intéressait pas les Américains, nous sommes bien d'accord. Et du coup, il a réussi à leur vendre ce qu'il voulait en disant, en fait, je serai vos yeux et vos oreilles. Entendons par là les satellites. Et à partir de là, l'orientation militaire a pris une autre tournure. Les châteaux du Moyen-Âge, on les trouve maintenant sur les lunes. Bon, voilà, c'est ce que je pense, hein. Et l'armement qui va avec. D'ailleurs, dans mon premier livre, j'ai pris soin de noter que Gary McKinnon, qui a hacké 70 serveurs fédéraux et gouvernementaux des US, hacker écossais, avait parlé d'une liste d'officiers non terrestres, puisqu'il voulait vérifier les ovnis et surtout les allégations de Donna Hare. C'était elle qui retouchait les photos des sondes Clémentine, des sondes Viking, Viking Orbiter, etc., en provenance de Mars, puis aussi LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, au niveau de la Lune. Et c'est elle qui devait filtrer et flouter les photos compromettantes. Et Gary McKinnon a voulu vérifier cela, et c'est pour ça qu'il est rentré dans des serveurs. Celui de la NASA, celui du Patagone, je crois, la NSC, certainement, enfin, plusieurs serveurs. Et il a vu un cigare qui faisait 14 millions de pixels, je crois, sur écran, et il a découvert une liste d'officiers non terrestres. Et à l'époque, moi, je commençais l'ufologie, et je disais, les ufologues sont partis dans une fausse piste à tort. Ils pensent qu'il est en train de dire qu'il y a des extraterrestres en orbite, et que c'est ça qu'il a trouvé dans les serveurs. Or, si on lit bien et qu'on sait lire, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'un officier non terrestre. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce que je me suis risqué à dire dans le premier livre? Et ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent me suivre, puisqu'ils verront le premier puis le deuxième. Le premier livre a été fait avant quoi? Avant l'annonce faite par Donald Trump au cours de l'année 2019, c'est-à-dire l'année où est sorti mon deuxième livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a officialisé l'armée spatiale américaine. D'accord? Il a dit, voilà, nous avons le Air Force, le Army, nous avons les gardes-côtes, les SEALs, les commandos de marine. Il nous manque un sixième corps d'armée, donc le S-Navy. Il nous manque l'espace. Et à ce jour, nous allons combler cette lacune puisque nous sommes menacés de par le monde. En gros, mais il faut bien
se mettre à l'évidence que Trump n'a pas du tout inventé l'armée spatiale américaine. Il bénéficie seulement de ce qui était fait avant lui. Ça nous renvoie à Ronald Reagan, avec l'IDS, l'initiative de défense stratégique, auquel il y a des programmes et sous-programmes, comme Solar Warden en est un. Donc, on doit les Américains doivent plutôt à Reagan l'armée spatiale américaine qu'à Trump, on est bien d'accord. Hein, au niveau des projets débloqués, de la thune débloquée. Vous savez, en France, quand vous avez le président de la République qui se pavane pour une centrale nucléaire, il ne faut pas se méprendre. C'est le patron Framatome qui va chercher les contrats et puis qui les honore. Hein. L'autre, il est juste là pour valider au niveau politique. C'est exactement le même processus. Donc voilà, donc là, ok, j'ai un peu dérivé sur les ovnis, parce que je pense qu'il faut mettre un cadre dans ce que nous pouvons voir. Vous savez, je dis aux témoins, l'œil voit, le cerveau interprète. Et c'est valable pour les informations également. Sauf qu'on va rajouter l'oreille, parce que l'information, des fois, elle arrive au niveau auditif. Donc voilà. Alors, lorsqu'on prospecte les observations aquatiques non identifiées, je me tends une perche là, on va se rendre compte qu'il y a des sons inexpliqués relevés par les sonars des sous-marins militaires. En France, la fine oreille de ceux qui sont au sonar a un nom, on l'appelle oreille d'or. Maintenant, ils sont assistés par des équipements adaptés, bien évidemment, la technologie évoluant. Et les mecs, ils sont capables de vous dire si c'est un banc de crevettes, ils sont capables de vous dire si c'est un bateau civil ou militaire, et avec quel mode de propulsion il avance. Propulsion diesel électrique ou propulsion nucléaire. On est bien d'accord? Et ils sont capables de vous dire, au bruit des pales, si ça vient de l'Est ou de l'Ouest, en gros. Si c'est ami ou ennemi. Et lorsqu'ils entendent des sons, ils sont chargés de les identifier afin de savoir si c'est un obstacle ou si c'est quelque chose d'hostile ou pas. Là, je pense que vous êtes encore d'accord avec moi. Simplement, il y a des sons qui ont été détectés qui défient toute concurrence. Donc là, moi, quand j'ai nommé Oani, les gens en ufologie, pour moi, à tort, j'assume de dire à tort, parlent d'objets aquatiques non identifiés, ce qui exclut toutes sortes de phénomènes, naturels d'abord et métaphysiques. Et que fait-on des sons si on parle d'objets? Donc, moi, j'ai renommé le O observation. Et dedans, j'y mets les objets dont les ufologues parlent. Vous comprenez la nuance? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être méthodique. Si on ne l'est pas, on va rater quelque chose ou on va se rater. Alors moi, je suis très, très méticuleux sur mes recherches et ça me laisse une marge d'erreur un peu plus réduite. Ça n'empêche pas que je peux faire des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça n'empêche pas que je rate des informations, parce que voilà, je ne suis pas Superman, ça se saurait. Donc voilà quoi. Alors, les Ohani, ils ont des zones qu'on appelle hotspots, des points chauds. Alors, bien évidemment, on les a des marines militaires, ces histoires. Les Russes, je vais en profiter pour féliciter, je ne sais pas si ce serait le mot, mais pour citer des auteurs, des ufologues qui étaient avant moi, qui ont une renommée internationale, qui ont déjà dépisté ces histoires d'Oani. Je vais citer l'équipe, le duo pour la Russie, Stonehill et Philip Mantle, qui ont écrit un ouvrage Oani en Russie, que je trouve très bon. Donc il faut saluer ces personnes qui ont une renommée internationale. Et Preston Dennett, spécialiste aux États-Unis, notamment pour le comté de Los Angeles, et qui était enquêteur, qui l'est encore, pour la Californie et la Basse-Californie, notamment avec les îles de Santa Catalina. Et Preston Dennett, c'est une mine d'informations. Je vais préfacer son dernier livre que Jean Librero va traduire.
d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que je suis. J'ai des contacts avec lui, bon, par moment, c'est sporadique, mais ce sont quand même des contacts. Et c'est avec un grand plaisir, en tant que spécialiste des OANI en France, de pouvoir appuyer quelqu'un. Et quelqu'un qui bosse, et qui bosse depuis plus longtemps que ma petite personne. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi avoir en ligne de mire. Il faut arrêter de se voir comme des concurrents entre auteurs, entre ufologues, entre webmasters. Si nous voulons avancer, je suis comme toi, Yann, c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à ta sollicitation. On avance ensemble, pas les uns contre les autres. Ça va pas longtemps. Je pense que là-dessus, beaucoup me rejoindront. Et ça ne veut pas dire qu'on peut avoir notre chapelle. Hein. Après, on a le droit de penser. On est bien d'accord. On a le droit de s'engouffrer dans une orientation plus qu'une autre. Quelque part, c'est ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite assassiner les autres. On a le droit de pas être d'accord. Ils ont le droit de pas être d'accord avec vous. Hein, voilà. Ce qui compte, ce sont les résultats. Ce soir, à l'Euro, il y a un match Portugal-France. Si la France tape 3 fois les poteaux puis perd par penalty qui est imaginable, on retiendra le 0-1. C'est le résultat qui compte. Moi, c'est dans cette optique que j'avance dans l'ufologie. C'est-à-dire, quand je me trompe, je me dis, bah, mon gars, t'as pris un but. Hein. Bon, maintenant, la partie n'est pas terminée. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir de l'audace, mais aussi de l'humilité. Et ça, c'est pas facile tout le temps. Hein. Alors, Léoanie, il y en a partout. En France, le fait que j'ai intégré l'organisation Melphone France est un plus. J'en suis à ma 18e enquête. Nous avons eu un cas en Bretagne, pas loin de Saint-Yvi, qui est situé à 85 km de l'île Longue. Alors l'île Longue, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des zones sensibles de l'arsenal de la Marine nationale, qui se trouve dans le Finistère, juste sous la rade de Brest. Donc l'île Longue est un point sensible de notre défense stratégique et il y a quelquefois des histoires avec le nucléaire, les sous-marins, mais porte-avions éventuellement, dont il y a eu le Foch en 1974 dans la baie de Douarnenez, où, où la Marine nationale fait carrément un cover-up. C'est classé secret défense. Et avec Thierry Larquet, nous allons essayer de dépoussiérer ça dans un livre. Ce sera mon 3e livre qui sera fait en commun avec Thierry, que je salue. Thierry a fait un travail remarquable pour l'association Vigie 29, les repas ufologiques de Brest. C'est quelqu'un, franchement, une belle âme déjà, qui ne cherche pas à tirer sur les gens. Et ça, c'est déjà très bien. Mais quand même, quel travail. Je le suis maintenant depuis quelques années et ce n'est pas anodin si on s'est mis d'accord pour éventuellement sortir un 3e livre pour moi, ce qui sera le premier pour lui, concernant le porte-avions Foch. Voilà. Alors apparemment, un autre porte-avions en France, à propulsion nucléaire, celui-là, parce qu'en France, c'est le seul hein, pour l'instant. Hein. Il va y avoir le nouveau, là, le Pang, hein, le porte-avions de nouvelle génération, bon, qui est dans nos usines pour l'instant. Simplement, le Charles de Gaulle aura aussi été confronté au large de la Syrie à des triangles. J'attends vraiment, vraiment beaucoup plus de précision et j'espère en obtenir des informations. Ça va être à la croix et la bannière, je ne vous le cache pas. Monsieur Mathiste, juste pour vous aviser qu'il reste 9 minutes à votre présentation. Voilà, donc en France, donc effectivement au niveau militaire, ils sont concernés aussi bien que les Russes et les Américains. Je pense que les grandes puissances du monde sont confrontées au même problème. Vous avez des structures qui défient toute concurrence, c'est-à-dire manœuvrabilité, sous l'eau, sur l'eau, en dehors de l'eau, qui défient la vitesse. On parle de 400 km/h environ, donc de plusieurs centaines de nœuds. On parle de dérèglement de certains appareillages.
C'est-à-dire, moi je pense fortement à une technique qu'on appelle IEM, impulsion électromagnétique. J'en parle déjà dans mon premier livre, je remets le couvert dans le second. Et impulsion électromagnétique, il faut savoir une chose, ça a été découvert lors des essais nucléaires. C'est-à-dire, c'est une réaction indésirable, secondaire d'une détonation nucléaire. Elle a pour but, enfin elle n'a pas pour but, elle déclenche simplement des effets secondaires de type que ça annule les systèmes de technologie via les systèmes de navigation, les systèmes d'armement, les systèmes de communication, entre autres. Et l'IEM, on la trouve à l'état naturel, par qui ou par quoi? Le Soleil. Pendant ces cycles solaires, vous comprenez l'intérêt de potasser un peu la science, hein? Ça, je ne l'ai pas inventé. Le Soleil produit, lors de certaines tempêtes solaires, des IEM, ce qui a plongé le pays, le Canada, dans les années 90 dans le noir pendant quelques jours. Les nations maintenant, Israël voulait lancer une IEM sur la Palestine. Il faut le savoir. Ça, je l'ai mis dans mon deuxième livre. Les Russes ont désactivé un destroyer américain. Ils les ont nargués. En disant, vous voyez, votre système de défense est obsolète. Vous étiez aveugle. On pouvait faire une réplique de Pearl Harbor à la russe, en gros. Donc, attention, il y a de la technologie qui est employée par les militaires actuels. Les lasers ont fait leur apparition, mais à venir, je vous annonce les faisceaux à particules. La différence entre un laser et un faisceau à particules, les faisceaux à particules, ils fonctionnent quelle que soit la météo. Raison de plus dans l'espace. Le traité de l'espace a été violé à partir du moment où maintenant l'armée américaine développe son armée. La France a emboîté le pas puisque Florence Parly, ministre des Armées, bon, équivalent de ministre de la Défense anciennement, mais c'est la même chose, a renommé l'armée de l'air et de l'espace. Il faut savoir que l'armée de l'air française a un système qui s'appelle Cosmos. Il est fait pour détecter tout débris venant de l'espace, toute intrusion venant de l'espace naturel ou artificiel. Alors, je vous laisse imaginer que les rivaux que sont la Russie et la Chine sont dans le même panier. D'ailleurs, sur les révélations du Patagone, de l'ATIP, il y a à boire et à manger. Le pour et le contre. Le pour, c'est qu'ils ne pourront plus revenir en arrière en ayant validé les vidéos. Parce que maintenant, ils ont reconnu qu'il y a des choses qui échappent à leur compréhension. Et donc, il y a fort à penser que ces choses ne sont pas venues de ce monde. Mais par contre, ce n'est pas ce qu'ils vont nous dévoiler au Congrès. Moi, je vous l'annonce, je prends le risque de vous l'annoncer. Je pense qu'ils vont nous embarquer justement vers les technologies étrangères. Vous savez, alien en américain, ce n'est pas extraterrestre, c'est étranger. D'accord? Et je pense que les révélations du Patagone vont aller dans ce sens. Ils vont nous dire, grosso modo, voilà, nous soupçonnons la Russie, la Chine, peut-être nos alliés européens, dont la France, qui ont mis au point une ingénierie qui défie toute concurrence dont nous n'avons pas vu venir, certainement. En gros, c'est ça qu'ils vont dire. Alors, si on a de la chance, nous les ufologues, ils rajouteront, cependant, il y a des choses qui ne semblent pas venir d'eux. Et nous cherchons à l'heure actuelle la cause. Et là, on aura de la chance s'ils manquent de ça. Nous verrons le résultat. Donc, on va sauter le pas, parce qu'il y aurait des affaires que j'aurais à dire. Alors, civil, militaire, bon, ok. Simplement, mon travail, celui que je me suis imposé, il va dans le sens de mon travail en étant enquêteur homophone. Pourquoi je suis enquêteur homophone? Parce que je pense que je peux les aider sur des parties que je connais, mais eux aussi peuvent m'aider, notamment les témoins. J'ai beaucoup plus de témoins. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi nous pouvons faire du recueil de données, une reconstitution peut-être à terme. Et ça, c'est ce que je tente de faire. Ça, c'est un cahier que j'ai ouvert. Et dedans, il y a des tas de choses qui sont notées. Ce sont les similitudes que l'on trouve à travers des témoignages aériens d'un côté, maritimes de l'autre. Et après,
conviendra de faire une analyse pour voir si les deux convergent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment avancer. J'ai parlé de dérèglement électromagnétique. On peut parler de halo qui enveloppe certaines embarcations, j'ai envie de dire. Certains voient des trucs dans des brumes. Qu'est-ce qu'on peut noter dans l'ufologie? Les temps manquants, mais aussi ce qu'on appelle les temps suspendus. Moi, j'appelle ça les temps suspendus. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, et nous en avons à Meufon à l'heure actuelle, de gens qui nous disent, quand je leur demande, moi, vous savez, mon questionnaire, il fait 7 pages, et quand je leur demande si l'objet était silencieux, mieux que ça, monsieur. Il m'a semblé être tout seul avec ce truc-là, qui était silencieux. C'est pas la même chose. Ça veut dire que la personne, c'est comme s'il était dans un autre monde. Peut-être une autre réalité. Normalement, il y a tout le temps du bruit. La tondeuse du voisin, ceci ou cela, ou les insectes, les animaux. Elle n'a rien. Étrangement, tout seul. Donc ça, ce sont des indices qu'il faut relever. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, si je l'ai là. Ça, c'est ce que j'ai proposé à Meufon. C'est un questionnaire que j'ai fait qui est typique OANI. La première partie, elle équivaut à ce qui est aérien, et ça, c'est la complémentarité. Le coefficient des marées, je veux le savoir. Est-ce que c'était marée haute, marée basse, la température, la pression? Les données maritimes que j'ai recueillies dans ce seul document qui est simplement en évolution. Il n'est pas abouti encore. Et c'est avec ce travail que je compte bien avoir des données précises. OK, bon, alors je reprends où nous en étions. Nous avons eu une excellente conférence de M. Sylvain Mathiste qui a fait un exposé exactement dans le cadre des soirées de leçons d'ufologie que nous commençons ce soir. M. Sylvain Mathiste nous a fait une conférence sur investiguer les objets aquatiques non identifiés. Finalement, il nous a dit que c'est investiguer les observations aquatiques non identifiées. C'était tout à fait dans le cadre de nos soirées de conférences qui se veulent des leçons d'ovniologie. Monsieur Mathis nous a partagé son expérience, ses déceptions, le parcours qu'il a eu au sein de l'ufologie francophone jusqu'à la publication de ces 2 ouvrages, ainsi que de nombreuses hypothèses avec lesquelles il s'oriente dans son travail. C'est une présentation remarquable.